Madame, Monsieur, bonsoir et ravi de vous retrouver pour cette grande session d'information. Bienvenue sur Gabon 24. Sans plus tarder, les titres. L'autisme, une maladie peu connue au Gabon. Pour remédier à la situation, le centre Tous Différents œuvre pour apporter une réponse aux besoins urgents des structures d'accueil de ces enfants handicapés afin de leur assurer une meilleure éducation. L'autonomie ou rien, le roi Mohamed VI a affirmé ce lundi qu'aucun règlement du conflit du Sahara occidental n'était possible en dehors de la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara. Et puis vous le verrez de Séoul en Corée du Sud où il poursuit son périple asiatique. Ce mardi, Donald Trump s'est engagé à mettre fin au climat de peur qui prévaut depuis quelque temps dans la péninsule coréenne. Voilà pour le fil conducteur de cette grande session. Madame, Monsieur, voici votre journal. Et nous commençons par la page Gabon. Tout d'abord, la note environnementale. 2 ans après l'adoption historique de l'accord de Paris sur le changement climatique, après les travaux de la COP22 à Marrakech au Maroc en 2016, les acteurs principaux dans le domaine sont en conclave depuis ce lundi à Bonn en Allemagne pour accélérer la mise en œuvre des objectifs de l'accord de Paris, occasion aussi pour le Gabon, pays membre de ce regroupement, de réaffirmer son engagement à lutter contre le réchauffement climatique et les gaz à effet de serre. Le point avec Kenny Ongori. Les gouvernements se réunissent pour accélérer la mise en œuvre des objectifs de l'accord de Paris à l'occasion de la COP23 qui s'est ouverte lundi dernier à Bonn en Allemagne. La présente conférence des Nations Unies sur les changements climatiques 2017, dont le point culminant est d'atteindre le prochain niveau d'ambition nécessaire pour lutter contre le réchauffement climatique et mettre le monde sur la voie d'un développement plus sûr et prospère. Le Gabon, comme de nombreux autres États inscrits dans cette lutte, prend part aux assises et avait déjà porté devant l'Assemblée lors des assises de Marrakech en 2016 les ambitions du pays par la voix d'Ali Bongo Ondimba, président de la République. Notamment de réitérer l'engagement inconditionnel du Gabon à lutter contre le changement climatique et à promouvoir un développement durable. La contribution nationale du pays qui vise à réduire de 50% ses émissions de gaz à effet de serre. Comme autre proposition, le chef de l'État est revenu sur la diminution de la pression exercée sur la forêt du Gabon à travers l'application stricte du code forestier. Celui-ci prévoit que la totalité des concessions forestières deviennent des concessions forestières sous aménagement durable, tout en réduisant la superficie forestière sous exploitation de 16 millions d'hectares à 11 millions d'hectares d'ici à l'horizon 2025. C'est dans cet esprit que le Gabon vient de créer 20 aires marines protégées qui s'ajoutent aux 13 parcs nationaux terrestres. Pour le pays, les grands enjeux environnementaux constituent une question de sécurité régionale pour l'Afrique centrale, tout autant qu'ils déterminent l'avenir de l'humanité. Parmi les nombreuses nouvelles annonces et initiatives lancées lors de la COP22 à Marrakech figurent des mesures de soutien de plusieurs milliards et de plusieurs millions de dollars pour les technologies propres, le renforcement des capacités pour rendre compte des plans d'action sur le climat et des initiatives visant à renforcer la sécurité alimentaire et l'approvisionnement en eau dans les pays en développement. Les entreprises, les investisseurs, les villes et les gouvernements locaux ont également formulé de nouveaux engagements en matière de changement climatique venus s'ajouter aux milliers déjà annoncés en amont et pendant la conférence sur le climat à Paris en 2016. Du 6 au 17 novembre a lieu la conférence de Bonn sur les changements climatiques, COP23, dans une atmosphère pressante, car les objectifs fixés lors des accords de Paris n'ont pas été entièrement respectés. Selon le responsable environnement de l'ONU, il existe un écart catastrophique entre les promesses nationales de limitation des gaz à effet de serre et les réductions qu'il faudrait opérer pour maintenir le réchauffement en dessous de 2 degrés Celsius. Les services proposés par la Société d'énergie et d'eau du Gabon, SEEG, montrent leurs limites. Le cas des branchements anarchiques dénoncés par certains consommateurs tels que l'ont constaté nos reporters Linda Gaël Maganga et Adam Sendembi dans la commune d'Ovendo et nous sommes là au sud de Libreville. Câbles d'électricité mêlés aux tuyaux d'adduction en eau ou dissimulés dans de l'herbe, ainsi que des compteurs d'électricité disposés à proximité des pistes de passage au quartier Virier, dans la commune d'Ovendo. Les services proposés par la Société d'énergie et d'eau du Gabon souffrent en termes de qualité. Les SCG viennent poser les compteurs sur les murs et nous-mêmes nous faisons la suite de mettre le courant dans les maisons. Nous avons l'habitude d'appeler à SCG, mais pour qu'ils réagissent, il faut attendre un peu de temps. Même à l'heure où je parle, dans mon quartier, les fils de courant sont tombés à même le sol. Et l'eau aussi, pareil.
Mais personne ne réagit, ni les propriétaires de compteurs, ni la SCG, pour venir regarder ça. L'installation anarchique des câbles d'électricité est très souvent à l'origine d'incendies. À cause de ces installations anarchiques, les gens sont toujours à aider les uns et les autres parce que le compteur d'eau, les compteurs de courant sont un peu disposés par-ci, par-là, si bien que le long de la barre de caisse cacao, il y a toujours des incendies. À cause de ça, parce que les installations anarchiques, et chacun va avoir son fil. Il y a des fils qui sont nus, qui n'ont pas de domino, c'est à cause des incendies, surtout au niveau du stade. On a toujours eu l'habitude d'avoir des incendies à cause de ça. Alors que les agents de Dame SCG amorcent une grève, les consommateurs se plaignent des nouveaux désagréments que cela occasionne, notamment dans la qualité de ces services au quotidien. Je vous le disais à l'entame, l'autisme, encore fort peu connu, même dans le milieu médical, est reconnu comme un handicap en 2004, est une déficience développementale complexe. L'association Tous Différents, avec le soutien de l'ambassade de France, a organisé un séminaire de formation qui a débuté ce mardi à l'École normale supérieure de Libreville. Loïs Aubian, Fred Ndongo pour le compte rendu. 4 jours de formation pour les encadreurs des centres spécialisés dans le suivi des enfants autistes au Gabon. Une formation portant sur les stratégies éducatives de l'autisme. Organisée par l'association Tous Différents avec le soutien de l'ambassade de France. Objectif, permettre aux éducateurs de mieux accompagner les enfants autistes. Nous voulons créer un centre de diagnostic au niveau du Gabon parce qu'il n'en existe pas. Nous voulons pérenniser la formation des éducateurs, des aidants à travers le partenariat que nous allons mettre en place avec AFG Autisme. Nous voulons créer une plateforme qui fera en sorte que tous les centres spécialisés du Gabon se reconnaissent là-dedans et que l'accompagnement se fasse vraiment de façon beaucoup plus optimale. Pendant ces 4 journées de formation, plusieurs sujets seront développés avec les experts venus de la France. Une première journée qui va toucher à la définition du DSM-5, qui est une grille qui permet d'arriver au diagnostic, de préciser les signes cliniques liés à l'autisme. Ça, c'est toute une journée autour de cet aspect-là, à la fois sur le côté des aspects cliniques, mais aussi sur le côté des potentiels. Donc des singularités motrices, sensorielles, cognitives, communicationnelles, mais aussi dans une perspective des progrès à réaliser. Donc le profil, mais l'évolution possible. L'autisme considéré comme trouble neurologique a un effet sur le fonctionnement normal du cerveau. Longtemps considéré comme une malédiction, ce dysfonctionnement est aujourd'hui placé sur le champ du handicap grâce à l'évolution de la recherche. Et dans le même domaine, les instituts médico-éducatifs sont devenus incontournables dans la formation des enfants autistes. Le cas du centre Tous Différents qui œuvre pour apporter une réponse aux besoins urgents des structures d'accueil de ces enfants handicapés. Retrouvons Loïs Aubian, Hervé Ndongo. Engendré par un dysfonctionnement de connexion neuronale à la naissance, plusieurs centres œuvrent dans la formation des enfants autistes. Tel est le cas du centre Tous Différents du Gabon. Un centre pour autistes trisomiques, déficients intellectuels et épileptiques stabilisés qui accueille plus d'une centaine d'enfants de 3 à 30 ans. Il dispose de 7 ateliers de vie afin de susciter auprès des jeunes pensionnaires des apprentissages techniques et professionnels. Beaucoup d'enfants autistes sont laissés pour compte. Ils ne savent pas où aller. Les parents sont délaissés. Alors l'association Tous Différents s'est dit, il est plus que jamais temps qu'on se mette en avant pour aider les enfants autistes. Et c'est pour cela qu'à travers par exemple ces ateliers qui font en sorte que ces enfants dans 2 ou 3 ans soient des futurs, des potentiels travailleurs. Parce qu'un enfant autiste, en général, quand vous lui donnez une tâche, il la fera, si c'est pour toute la journée, il la fera calmement toute la journée. Et en général, ils réalisent très bien leurs tâches, leurs activités. Passionné par le suivi des enfants, Virginie, l'un des encadreurs, nous raconte sa journée avec eux. J'aime d'abord les enfants. Et on ne doit pas seulement aimer les enfants qui sont en bon état. On doit aussi aimer les autres enfants qui sont en difficulté. Et
Ici, j'aime ce travail parce que c'est d'abord en moi. Et les enfants, c'est vrai que ce n'est pas facile, c'est difficile, mais il faut travailler avec eux selon leurs humeurs. Lorsqu'ils sont heureux, lorsqu'ils sont en bonne humeur, nous les présentons le travail. Créée en 2013, l'association Tous Différents est une structure qui œuvre dans le domaine de l'action sociale par la création des instituts médico-éducatifs et des instituts de formation dans les techniques de réadaptation. Les experts estiment que l'autisme se présente au cours des 3 premières années de la vie d'une personne. Et une note politique dans la suite, le secrétariat exécutif du Parti démocratique gabonais, le parti au pouvoir, a tenu un point de presse ce mardi pour faire le point des conseils provinciaux du Walentem dans le nord et de l'Ogooué-Ivindo dans le nord-est du Gabon. Lina Gaël Maganga, Alexis Nia. Le secrétariat exécutif du Parti démocratique gabonais PDG a fait le point des conseils provinciaux du parti dans le Walentem dans le nord et l'Ogooué-Ivindo dans le nord-est du Gabon. Le Walentem tire les lauriers pour l'organisation des élections qui ont permis d'élire les coordinateurs de circonscription. Au sortir du conseil provincial du Walentem, les membres du bureau politique, du conseil national et du comité central ont été choisis par la voie de la démocratie participative telle que souhaitée par le distingué camarade président Ali Bongo Ondimba. En conséquence, le secrétaire exécutif et l'ensemble des militantes et militants adressent leurs vives et sincères félicitations à tous les camarades, toutes fonctions confondues, de la province du Walentem. Dans l'Ogooué-Ivindo, des décisions ont été prises par le PDG pour les cas qualifiés d'indiscipline. En vertu des dispositions de l'article 154 des statuts du Parti démocratique gabonais, ne pouvons plus tolérer de pareilles désinvoltures à ce niveau de responsabilité. Le secrétaire provincial de la province de l'Ogooué-Ivindo est donc suspendu de ses fonctions jusqu'à nouvel ordre. S'il est établi depuis quelques années que ce sont les militants de base qui élisent ceux qui seront chargés de coordonner et d'animer les actions du PDG dans leur circonscription politique, le secrétariat exécutif n'entend pas changer la donne. Ils étaient au nombre de 4 à opérer aux abords d'un lycée public de la capitale gabonaise ce mardi, se faisant passer pour des agents de police judiciaire. 4 sujets de nationalité gabonaise stoppés grâce à la vigilance des agents de l'Agence gabonaise de sécurité scolaire, AGAS, et les élèves. 3 ont été emmenés à la Direction générale des recherches. Un reportage d'Amsron Agaya et Sandy Adzabi. Devant les enquêteurs, les 3 présumés faux policiers tentent de justifier leur innocence et s'accusent mutuellement. Avec eux, un sujet nigérien qui affirme être là par méprise. Ils sont des garages, ma voiture dérange. Là, dans mon coffre, j'ai seulement 3 000. J'ai seulement 3 000 dans mon coffre. Ils sont là-bas, si je manque, il peut dire. Une des victimes présente à la Direction générale des recherches dit avoir été détroussée. Ils m'ont mis dans la voiture, ils avaient une menotte. Bon, maintenant, ils ont voulu me menotter et j'ai refusé. C'est là qu'ils m'ont étranglé, ils ont même failli me tuer, c'était dur. Bon, je savais que si j'ai résisté, ça pouvait bien tourner mal. Donc, enfin, je me suis laissé faire. Ils m'ont menotté. Après, ils ont pris le téléphone que j'avais comme ça là. Pour le responsable de l'Agence gabonaise de sécurité scolaire, c'est un cas parmi tant d'autres, désormais sur le registre fourni de leur opération quotidienne. Les enfants qui sont venus interpeller nos agents, il y a l'un des enfants qui a été brutalisé et l'un de ces téléphones se retrouve avec ces soi-disant agents. Je respecte les agents qui font déjà un travail assez difficile, mais quand des agents soi-disant se permettent de venir branler de fausses cartes de professionnels de police pour dire qu'ils sont des policiers, je dis non. Et nos agents sont vigilants et tout de suite le monsieur a crié parce qu'il y a l'un qui était en train d'arracher le téléphone d'un élève. C'est pour cette raison que mes agents tout de suite ont sauté sur un. Si les faits qui leur sont reprochés sont avérés, les 3 présumés faux policiers encourent, selon le code pénal gabonais, une peine de prison allant de 1 à 5 ans d'emprisonnement ferme.
Et puis, sport marathon, pour tourner cette page Gabon, à moins de 2 mois du lancement de la 5e édition du marathon du Gabon, notre service de sport est allé rencontrer un athlète gabonais et pas des moindres, Serge Ikapi, grand habitué des joutes continentales. Son défi aujourd'hui, faire mieux que l'édition précédente. Un portrait signé Armel Djobongo. Alors que les jours, les heures et les minutes s'égrènent avant les hostilités du Marathon du Gabon 2017 à Libreville, Serge Ikapi, athlète international gabonais, spécialiste du semi-marathon, n'a qu'une idée en tête, améliorer son chrono et inscrire définitivement son nom dans les annales de la course la plus prestigieuse d'Afrique. La différence, c'est que j'ai beaucoup fait des courses à l'extérieur. J'ai pratiquement fait des courses à l'extérieur, donc je connais comment les Kenyans courent. C'est des meilleurs au monde, les Kenyans c'est les meilleurs au monde, les Kenyans, les Éthiopiens. Si je peux passer à supposer au semi-marathon à moins d'1h10, je serais content. Ouais, mais maintenant, si je pars sur marathon, il faut passer au moins à 2h30. En tout cas, à moins de 2h40 au marathon, ce sera une bonne chose. Figure de proue de la génération des années 2000 en matière d'athlétisme, Serge Ikapi se veut un exemple de cette discipline sportive et vise déjà une conversion dans le coaching. Je cours toujours, mais je mets déjà mon pied dans l'encadrement. Bon. Entraîner, c'est quelque chose qui m'est arrivé dans la tête. Déjà, j'ai été conseillé par des garçons comme Léonard Madinda et Alphonse Biyoubi, qui est d'ailleurs mon coach. À côté d'autres coureurs gabonais de renom tels que Marc Titus Nzogé, Gaëtan Delika et Hugues Kombila, Serge Ikapi devra rivaliser d'adresse le 3 décembre prochain, une fois de plus, avec les Kenyans, les Éthiopiens ou encore les Marocains habitués des podiums du Marathon du Gabon. Place aux actualités du continent et tel que je vous le disais en début, le roi Mohamed VI a affirmé ce lundi qu'aucun règlement du conflit du Sahara occidental n'était possible en dehors de la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara, rejetant ainsi toute solution autre que l'autonomie. Le 6 novembre 1975, des milliers de Marocains marchaient en direction du Sahara occidental, répondant à l'appel du roi Hassan II pour accélérer la récupération de cette partie du territoire marocain, encore entre les mains de l'Espagne. À l'occasion du 42e anniversaire de la Marche verte, le roi Mohamed VI a prononcé un discours lundi visant à réaffirmer l'attachement du royaume pour cette région dont certains entretiennent des velléités d'indépendance. Aucun règlement de l'affaire du Sahara n'est possible en dehors de la souveraineté pleine entière du Maroc sur son Sahara et en dehors de l'initiative d'autonomie dont la communauté internationale a reconnu le sérieux et la crédibilité. Le roi salue également l'initiative de l'Organisation des Nations Unies sur des solutions d'entente. Sur le plan international, le Maroc maintient son engagement d'adhérer à la dynamique actuelle, voulue par son Excellence M. Antonio Guterres, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, et à coopérer avec son envoyé personnel. Il en sera ainsi tant que seront respectés les principes et les fondamentaux de la position marocaine. Pour tenter de sortir les négociations de l'impasse, un nouvel émissaire de l'ONU, l'ancien président allemand Horst Köhler, a été nommé en mai et a effectué sa première tournée dans la région le mois dernier. Rabat, qui considère ce vaste territoire comme partie intégrante du royaume, propose comme solution de compromis une autonomie sous sa souveraineté. En Afrique du Sud, la décision de justice concernant Doudouzi Manana, ancien vice-ministre de l'enseignement supérieur, a été reportée à ce mercredi après l'arrivée tardive des documents au tribunal de première instance de Randburg à Johannesburg. Le mis en cause a plaidé coupable à 3 chefs d'accusation d'agression plus tôt cette année. En août dernier, une vidéo virale montrait Manana et ses amis en train d'agresser 3 femmes dans une boîte de nuit de Johannesburg. Lariska Lormamengi s'en fait l'écho. Le chef de l'État sud-africain Jacob Zuma a reçu et accepté la démission du vice-ministre de l'Éducation Mduduzi Manana. Le président remercie Manana pour sa contribution au travail gouvernemental, a indiqué la présidence sud-africaine dans un bref communiqué. Manana a été formellement inculpé le 10 août de 2 accusations d'agression et libéré contre une caution de 5 000 rands. La justice ne doit pas me favoriser. Elle doit être égale.
Il faut punir ce que j'ai fait et nous laisserons ce soin à la Cour. Ils ont reporté l'affaire à demain. Nous laisserons au tribunal le soin de rendre une décision. Je veux que justice soit rendue pour que les victimes elles-mêmes soient heureuses de voir que la justice est effectivement rendue. Une femme l'a accusée de l'avoir rouée de coups, de pieds et de poings. Elle et sa cousine à la sortie d'une boîte de nuit de Johannesburg le 6 août au petit matin. Manana n'avait pas nié les faits et présenté ses excuses, reconnaissant que malgré des provocations extrêmes, il aurait dû faire preuve de retenue. J'ai commis une erreur et j'ai erré. J'ai fait une erreur et c'est pourquoi je suis au tribunal. Il doit de nouveau comparaître devant la justice le 13 septembre. Les violences aux femmes sont un fléau en Afrique du Sud. Toutes les 8 heures, une femme y meurt sous les coups d'un proche et une femme sur 5 y subit au moins une agression violente dans sa vie, selon les statistiques officielles. Direction le Nigeria où ce lundi, dans la ville de Kano, au nord du pays, les autorités nigériennes ont détruit publiquement plus de 54 tonnes de stupéfiants. L'opération rentre dans le cadre des efforts déployés pour débarrasser la ville des drogues illicites. Kano est la ville qui concentre le plus de toxicomanes. PJ Opas nous en dit plus. Détruire publiquement les drogues saisies, les autorités nigérianes se sont attelées à cet exercice lundi dans la ville de Kano, la grande ville du nord du Nigeria. C'est le commandant de l'État de Kano qui a procédé à cette démarche sous les ordres du tribunal. Le trafic des drogues semble affecter plusieurs États, d'où l'implication de chacun d'entre eux à s'investir dans la lutte de ces stupéfiants. Compte tenu des statistiques disponibles et alarmantes sur la consommation de codéine dans l'état de Kano et ses environs, il est devenu obligatoire pour nous, en tant que citoyens, d'utiliser collectivement toutes les influences que nos positions nous confèrent pour faire campagne en faveur d'un financement accru de l'Andela, tout comme le fait son Excellence le gouverneur exécutif de l'état Kano. Comme ailleurs dans le monde, diverses drogues sont produites, transportées, vendues, achetées et consommées. Les quantités restent inquiétantes pour les dirigeants nigériens. Saisir 54,244 tonnes métriques de médicaments dans un État, ce n'est pas une bonne nouvelle. Cela représente l'étendue de la prévalence de ces substances mortelles dans l'État. La prise des drogues est souvent très pratiquée par les jeunes dans cette ville. En 20 ans, le Nigeria a réussi à se propulser parmi les plus grands en matière de narcotrafic. De plus, la prise des drogues est souvent très pratiquée par les jeunes dans cette ville. En 20 ans, le Nigeria a réussi à se propulser parmi les plus grands en matière de narcotrafic. De plus, les narcotrafics ont fini par créer un marché local des drogues dures, témoin du désarroi et de la dislocation sociale de la jeunesse. Poursuivons avec les actualités hors du continent. Tout d'abord, le parti de gauche catalan de l'ERC se prépare pour les élections régionales de décembre prochain après que des sondages d'opinion publiés dans plusieurs journaux aient indiqué qu'il serait en tête, mais prévient que la coalition pour l'indépendance de dans son ensemble pourrait perdre sa majorité absolue. Le président catalan destitué Carles Puigdemont s'en est pris lundi à un gouvernement espagnol, loin de la pratique démocratique selon lui. Dans sa première déclaration depuis sa remise en liberté en Belgique, où sa présence provoque des remous politiques. Pendant ce temps en Catalogne, le parti indépendantiste de gauche, ERC, affûte ses armes pour l'élection anticipée du 21 décembre à venir. La meilleure chose que nous puissions faire aujourd'hui pour ceux qui honteusement sont en prison, c'est que toutes les forces qui sont contre la répression et contre l'article 155 remportent les élections du 21 décembre. Et nous le ferons avec la meilleure formule. Donné favori des sondages, l'ERC a conscience que la lutte vers l'indépendance ne pourra se poursuivre qu'avec une majorité absolue au Parlement. Nous n'excluons pas la conclusion d'un accord de haut niveau avec tous les partis et nous pouvons en déduire que le résultat serait bon pour le pays dans tous les cas. La meilleure serait celle qui maximise les votes si elle finit par se fixer un seul bloc, avec le pouvoir que cela pourrait avoir, ou si 3 blocs coordonnés émergent dans lesquels chacun défendra son espace. En attendant, les 5 Catalans ont été laissés en liberté sous condition.
dans l'attente de l'examen sur fond de mandat d'arrêt émis par l'Espagne. Ils ont interdiction de quitter le territoire belge, doivent avoir une adresse fixe et devront se présenter personnellement à toute convocation de la justice et de la police, a précisé le parquet de Bruxelles. Direction Bonn en Allemagne, et c'est en bref et en images, et les représentants des 196 pays doivent s'accorder sur les règles d'application de l'accord de Paris qui vise à garder le réchauffement sous 2 degrés Celsius, voire 1,5 Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle. Selon plusieurs études, les engagements actuels des pays ne suffisent pas et conduisent à plus de 3 degrés Celsius. Dans un bilan publié ce lundi par l'Organisation météorologique mondiale OMM, 2017 devrait être l'année la plus chaude recensée en l'absence du phénomène El Niño depuis le début des réserves de l'année en cours. Écoutons quelques réactions. On peut dire pour cette année que 2017 est parmi les 3 années les plus chaudes. L'élévation du niveau de la mer est l'une des principales preuves du réchauffement planétaire, car 70% de la chaleur supplémentaire est absorbée par l'océan, ce qui entraîne une augmentation de la teneur en chaleur de l'océan et donc une expansion que nous appelons expansion thermique de l'océan et par conséquent l'élévation du niveau de la mer. On a vu 3 ouragans de catégorie 4, 5 en un mois environ. Par exemple, l'ouragan Irma a duré 36 heures dans une intensité extrême, ce qui est aussi le record. Les événements extrêmes affectent la sécurité alimentaire des millions de personnes, en particulier les plus vulnérables. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, dans les pays en développement, l'agriculture compte pour 26% de tous les dommages et pertes liées aux tempêtes, inondations et sécheresses. Et puis, tel que je vous le disais à l'entame, le président américain en visite officielle ce mardi à Séoul, la capitale sud-coréenne, a réaffirmé l'engagement de son pays à mettre fin au climat de peur qui prévaut depuis quelque temps dans la péninsule coréenne. Michel Tseni pour le récit. Empêcher la Corée du Nord d'atteindre ses objectifs nucléaires et balistiques, tel est le message du président américain aux côtés de son homologue sud-coréen Moon Jae-in au cours d'une conférence de presse. La Corée du Nord, une menace mondiale qui appelle une action mondiale. Les États-Unis sont prêts à se défendre et à défendre leurs alliés en utilisant, si nécessaire, toute la gamme de nos capacités militaires inégalées. Donald Trump n'écarte pas la possibilité de trouver un accord qui conviendrait à la fois à la Corée du Nord et au monde. Notre alliance est plus importante que jamais pour la paix et la sécurité dans la péninsule coréenne et dans l'ensemble de la région Indo-Pacifique. Après Tokyo, Séoul paraissait une étape beaucoup plus sensible, puisque cette première visite du président américain intervient après des mois de dégradation continue du climat dans la péninsule divisée, notamment sur la question du 6e essai nucléaire, le plus puissant à ce jour, de Pyongyang réalisé en septembre. À présent, et vous l'avez vu dans ce journal, au Gabon, l'autisme reste une maladie peu connue. Pour remédier à la situation, le Centre Tous Différents œuvre pour apporter une réponse aux besoins urgents des structures d'accueil de ces enfants handicapés afin de leur assurer une meilleure éducation. L'autonomie ou rien, le roi Mohamed VI du Maroc a affirmé ce lundi qu'aucun règlement du conflit du Sahara occidental n'est impossible en dehors de la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara. Et puis vous l'avez vu à l'instant, de Séoul en Corée du Sud où il poursuit son périple asiatique. Ce mardi, Donald Trump s'est engagé à mettre fin au climat de peur qui prévaut depuis quelque temps dans la péninsule coréenne.
Madame, Monsieur, ainsi prend fin cette grande session d'information. Au nom de toute l'équipe, merci de nous rester fidèles. À 22h, Abdulaziz Maïga vous attend pour un autre développement de l'actualité. J'aurai plaisir à vous retrouver demain à compter de 18h. D'ici là, l'information continue sur Gabon 24 et surtout n'oubliez pas que quoi qu'il arrive entre-temps, gardez le sourire. Au revoir.